Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la Convention d'Oviedo de 1997 dans le cadre du Conseil de l'Europe, qui est la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. En filigrane, le traité de Lisbonne modifiant sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Par conséquent, à partir de cette date, toute mention de la Communauté européenne doit être lue comme l'Union européenne. Cela intègre dans cette convention d'Oviedo protocole contre le clonage, protocole sur la transplantation, protocole sur la recherche biomédicale, protocole sur les tests génétiques à des fins médicales, rapport explicatif. Préambule. Les États membres du Conseil de l'Europe, les autres États et la Communauté européenne signataires de la présente Convention, considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, considérant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, considérant la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, considérant le Pacte international sur les droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, considérant la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, considérant également la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conscient des rapides développements de la biologie et de la médecine, convaincu de la nécessité de respecter l'être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l'espèce humaine et reconnaissant l'importance d'assurer sa dignité, conscient des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine, affirmant que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures, soulignant la nécessité d'une coopération internationale pour que l'humanité tout entière bénéficie de l'apport de la biologie et de la médecine, reconnaissant l'importance de promouvoir un débat public sur les questions posées par l'application de la biologie et de la médecine et sur les réponses à y apporter, désireux de rappeler à chaque membre du corps social ses droits et ses responsabilités, prenant en considération les travaux de l'Assemblée parlementaire dans ce domaine, y compris la recommandation 1160 sur l'élaboration d'une convention de bioéthique, résolu à prendre dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine les mesures propres à garantir la dignité de l'être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne, sont convenus de ce qui suit. Chapitre 1. Dispositions générales. Article 1. Objet et finalité. Les parties à la présente convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Chaque partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Article 2. Primauté de l'être humain. L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. Article 3. Accès équitable aux soins de santé. Les parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d'assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée. Article 4. Obligations professionnelles et règles de conduite. Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite applicables en l'espèce. Chapitre 2. Consentement. Article 5. Règle générale. Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention, ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. Article 6. Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir. Petit 1. Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir que pour son bénéfice direct. 2. Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de consentir à une intervention,
Celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi. L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant en fonction de son âge et de son degré de maturité. 3. Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi. La personne concernée doit, dans la mesure du possible, être associée à la procédure d'autorisation. 4. Le représentant, l'autorité et la personne ou l'instance mentionnée au paragraphe 2 et 3 reçoivent, dans les mêmes conditions, l'information visée à l'article 5. 5. L'autorisation visée au paragraphe 2 et 3 peut, à tout moment, être retirée dans l'intérêt de la personne concernée. Article 7. Protection des personnes souffrant d'un trouble mental. La personne qui souffre d'un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l'absence d'un tel traitement risque d'être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi, comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours. Article 8. Situation d'urgence. Lorsqu'en raison d'une situation d'urgence le consentement approprié ne peut être obtenu, il pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée. Article 9. Souhaits précédemment exprimés. Les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par un patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris en compte. Chapitre 3. Vie privée et droit à l'information. Article 10. Vie privée et droit à l'information. Petit 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations relatives à sa santé. Petit 2. Toute personne a le droit de reconnaître toute information recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée. 3. À titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l'intérêt du patient, des restrictions à l'exercice des droits mentionnés au paragraphe 2. Chapitre 4. Génome humain. Article 11. Non-discrimination. Toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine génétique est interdite. Article 12. Test génétique prédictif. Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladies génétiques ou permettant soit d'identifier le sujet comme porteur d'un gène responsable d'une maladie, soit de détecter une prédisposition ou une susceptibilité génétique à une maladie qu'à des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve d'un conseil génétique approprié. Article 13. Intervention sur le génome humain. Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. Article 14. Non-sélection du sexe. L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe. Chapitre 5. Recherche scientifique. Article 15. Règles générales. La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine s'exerce librement sous réserve des dispositions de la présente Convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l'être humain. Article 16. Protection des personnes se prêtant à une recherche. Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies. Premièrement, il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains d'efficacité comparable. Deuxièmement, les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche. Troisièmement, le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l'importance de l'objectif de la recherche, ainsi que d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique. Quatrièmement, la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection. Cinquièmement, le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement, et est consigné par écrit. Ce consentement peut à tout moment être librement retiré. Article 17. Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche. Petit 1. Une recherche ne peut être entreprise sur une personne n'ayant pas, conformément à l'article 5, la capacité d'y consentir que si les conditions suivantes sont réunies. Petit 1. Les conditions énoncées à l'article 16, alinéas 1 à 4 sont remplies. 2.
les résultats attendus de la recherche comportant un bénéfice réel et direct pour sa santé. 3. La recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable sur des sujets capables d'y consentir. 4. L'autorisation prévue à l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit. Et 5. La personne ne s'y oppose pas de refus. N'y oppose pas de refus. 2. À titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, une recherche dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfices directs pour la santé de la personne peut être autorisée si les conditions énoncées aux alinéas petit 1, petit 3, petit 4 et petit 5 du paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que des conditions supplémentaires suivantes sont réunies. Primo, la recherche a pour objet de contribuer par une amélioration significative de la connaissance scientifique de l'état de la personne, de sa maladie ou de son trouble, à l'obtention à terme de résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée ou pour d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant de la même maladie ou trouble présentant les mêmes caractéristiques. Secondo, la recherche ne présente pour la personne qu'un risque minimal et une contrainte minimale. Article 18. Recherche sur des embryons in vitro. 1. Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon. 2. La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite. Chapitre 6. Prélèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vivants à des fins de transplantation. Article 19. Règle générale. Le prélèvement d'organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans l'intérêt thérapeutique du receveur et lorsque l'on ne dispose pas d'organes ou de tissus appropriés d'une personne décédée, ni de méthodes thérapeutiques alternatives d'efficacité comparable. 2. Le consentement visé à l'article 5 doit avoir été donné expressément et spécifiquement, soit par écrit, soit devant une instance officielle. Article 20. Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au prélèvement d'organes. 1. Aucun prélèvement d'organes ou de tissus ne peut être effectué sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir conformément à l'article 5. 2. À titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de tissus régénérable sur une personne qui n'a pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies. Primo, on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir. Secondon, le receveur est un frère ou une sœur du donneur. Tertio, le don doit être de nature à préserver la vie du receveur. Quarto, l'autorisation prévue au paragraphe 2 et 3 de l'article 16 a été donnée spécifiquement et par écrit selon la loi et en accord avec l'instance compétente. Quinto, le donneur potentiel n'y oppose pas de refus. Chapitre 7. Interdiction du profit et utilisation d'une partie du corps humain. Article 21. Interdiction du profit. Le corps humain et ses parties ne doivent pas être en tant que telles source de profit. Article 22. Utilisation d'une partie du corps humain prélevée. Lorsqu'une partie du corps humain a été prélevée au cours d'une intervention, elle ne peut être conservée et utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle a été prélevée que conformément aux procédures d'information et de consentement appropriées. Chapitre 8. Atteinte aux dispositions de la Convention. Article 23. Atteinte aux droits ou principes. Les parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher ou de faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans la présente Convention. Article 24. Réparation d'un dommage injustifié. La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d'une intervention a droit à une réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Article 25. Sanctions. Les parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions de la présente Convention. Chapitre 9. Relation de la présente Convention avec d'autres dispositions. Article 26. Restriction à l'exercice des droits. Petit 1. L'exercice des droits et les dispositions de protection contenues dans la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Petit 2. Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21. Article 27. Protection plus étendue. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque partie d'accorder une protection plus étendue à l'égard des applications de la biologie et de la médecine que celle prévue par la présente Convention. Chapitre 10. Débat public. Article 28. Débat public.
Les parties à la présente convention veillent à ce que les questions fondamentales posées par les développements de la biologie et de la médecine fassent l'objet d'un débat public approprié à la lumière, en particulier, des implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques pertinentes et que leurs possibles applications fassent l'objet de consultations appropriées. Chapitre 11. Interprétation et suivi de la Convention. Article 29. Interprétation de la Convention. La Cour européenne des droits de l'homme peut donner, en dehors de tout litige concret se déroulant devant une juridiction, des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la présente convention à la demande du gouvernement d'une partie, après en avoir informé les autres parties, du comité institué par l'article 32 dans sa composition restreinte aux représentants des parties à la présente convention, par décision prise à la majorité des 2 tiers des voix exprimées. Article 30. Rapport sur l'application de la convention. Toute partie fournira, sur demande du secrétaire général du Conseil de l'Europe, les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette convention. Chapitre 12. Protocole. Des protocoles peuvent être élaborés conformément aux dispositions de l'article 32 en vue de développer dans des domaines spécifiques les principes contenus dans la présente convention. Les protocoles sont ouverts à la signature des signataires de la convention. Ils seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver les protocoles sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la convention. Chapitre 13. Amendement à la Convention. Article 32. Amendement à la Convention. Petit 1. Les tâches confiées au comité dans le présent article et dans l'article 29 sont effectuées par le comité directeur pour la bioéthique, CDBI, ou par tout autre comité désigné à cette fin par le comité des ministres. 2. Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 29, tout État membre du Conseil de l'Europe, ainsi que toute partie à la présente convention qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe, peut se faire représenter au sein du comité, lorsque celui-ci accomplit les tâches confiées par la présente convention et y dispose d'une voix. 3. Tout État visé à l'article 33 ou invité à adhérer à la convention, conformément aux dispositions de l'article 34, qui n'est pas partie à la présente convention, peut désigner un observateur auprès du comité. Si la communauté européenne n'est pas partie, elle peut désigner un observateur auprès du comité. 4. Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la présente convention fera l'objet d'un examen au sein du comité dans un délai maximum de 5 ans après son entrée en vigueur, et par la suite à des intervalles que le comité pourra déterminer. 5. Toute proposition d'amendement à la présente convention ainsi que toute proposition de protocole ou d'amendement à un protocole présentée par une partie, par le comité ou le comité des ministres, est communiquée au secrétaire général du Conseil de l'Europe et transmise par ses soins aux États membres du Conseil de l'Europe, à la communauté européenne, à tout signataire, à toute partie, à tout État invité à signer la présente convention conformément aux dispositions de l'article 33 et à tout État invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 34. 6. Le comité examine la proposition au plus tôt 2 mois après qu'elle a été transmise par le secrétaire général, conformément au paragraphe 5. Le comité soumet le texte adopté à la majorité des 2 tiers des voix exprimées à l'approbation du comité des ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux parties en vue de sa ratification, son acceptation ou son approbation. 7. Tout amendement entrera en vigueur à l'égard des parties qui l'ont accepté le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'1 mois après la date à laquelle 5 parties, y compris au moins 4 États membres du Conseil de l'Europe, auront informé la secrétaire générale qu'elles l'ont accepté. Pour toute partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'1 mois après la date à laquelle la dite partie aura informé le secrétaire général de son acceptation. Chapitre 14. Clause finale. Article 33. Signature, ratification et entrée en vigueur. Petit 1. La présente convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des États non membres qui ont participé à son élaboration et de la Communauté européenne. Petit 2. La présente convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de la ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe. 3. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 3 mois après la date à laquelle 5 États, incluant au moins 4 États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 3 mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 34. États non membres. Petit 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des parties, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 du statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au comité des ministres. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur, petit 2, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 3 mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion, après le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Article 35. Application territoriale. Petit 1. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le territoire ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention. Tout autre État peut formuler la même déclaration au moment du dépôt de son instrument d'adhésion. Petit 2. Toute partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 3 mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général. Petit 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration par notification adressée au secrétariat général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 3 mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général. Réserve. Article 36. Petit 1. Tout État de la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la convention, dans la mesure où une loi, alors en vigueur sur son territoire, n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées au terme du présent article. Petit 2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi pertinente. Petit 3. Toute partie qui étend l'application de la présente convention à un territoire désigné par une déclaration prévue en application du paragraphe 2 de l'article 35 peut, pour le territoire concerné, formuler une réserve conformément aux dispositions des paragraphes précédents. 4. Toute partie qui a formulé la réserve visée dans le présent article peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception par le secrétaire général. Article 37. Dénonciation. Petit 1. Toute partie peut à tout moment dénoncer la présente convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Petit 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 3 mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général. Article 38. Notification. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil, à la Communauté européenne, à tout signataire, à toute partie et à tout autre État qui a été invité à adhérer à la présente convention, a. Toute signature. B. Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. C. Toute date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément à ses articles 33 ou 34. D. Tout amendement au protocole adopté conformément à l'article 32 et la date à laquelle cet amendement au protocole entre en vigueur. E. Toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 35. F. Toute réserve et tout retrait de réserve formulé conformément aux dispositions de l'article 36. G. Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente convention. En foi de quoi, les sous-signés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Oviedo, dans les Asturies, le 4 avril 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente convention et à tout État invité à adhérer à la présente convention. Je vous remercie.